Parfois, un seul événement, un seul obstacle peut complètement changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, on va plonger dans un de ces moments charnières, comment la fermeture d'une simple route commerciale a poussé les Européens à prendre la mer et à redessiner la carte du monde. C'est parti. Tout commence là, en 1453. La ville de Constantinople, qui était le point de passage obligé entre l'Europe et l'Asie, tombe aux mains de l'Empire ottoman. Et là, d'un coup, cette porte vers les richesses de l'Orient se ferme. Pour l'Europe, c'est un choc monumental. En fait, ce qui se passe, c'est que ça crée un énorme problème économique. Les routes terrestres habituelles pour ramener les épices, la soie, l'or, tout ça devient soudainement très compliqué et surtout beaucoup plus cher. Les Européens se retrouvent face à un mur. Il fallait absolument trouver une autre solution. Et c'est cette quête d'une nouvelle route qui va lancer une série d'événements et nous faire entrer dans une toute nouvelle ère. Mais avant d'aller plus loin, pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut qu'on s'arrête sur un mot, un concept essentiel, la colonisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, la colonisation, c'est quand un pays prend le contrôle d'un autre territoire. Mais attention, ce n'est pas juste une occupation militaire, c'est une domination totale. On impose sa langue, sa religion, sa culture, et bien sûr, on exploite les ressources locales. Tout ça quasiment toujours au détriment des populations qui sont déjà sur place. C'est ce cadre-là qui va définir toutes les explorations qui vont suivre. Bon, alors comment on passe d'une route commerciale bloquée à des navires qui partent à l'assaut des océans ? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est en fait la combinaison de 4 grands facteurs, 4 moteurs, qui a rendu cette course vers la mer non seulement possible, mais carrément inévitable. Le premier moteur, c'est la technologie. C'est elle qui va rendre le rêve réalisable. On a de nouveaux navires, comme la Caravelle, qui sont plus rapides, plus agiles et surtout capables d'affronter le grand large. Et si on ajoute à ça des instruments comme la boussole et l'astrolabe, sorte de GPS de l'époque, les marins peuvent enfin s'aventurer loin des côtes en ayant une petite idée d'où ils se trouvent. Le deuxième moteur, c'est l'économie, bien sûr. C'est le carburant de toute cette affaire. L'appât du gain est juste énorme. Les royaumes européens ne cherchent pas juste une nouvelle route. Ils cherchent un moyen d'accéder directement aux richesses de l'Asie sans intermédiaire, pour s'en mettre plein les poches. Troisième moteur, la politique. Il faut s'imaginer une compétition acharnée entre les royaumes. L'Espagne et le Portugal, notamment, sont en pleine phase d'expansion. Pour eux, chaque nouvelle exploration, chaque nouveau territoire, c'est un moyen d'affirmer leur puissance et de prendre le dessus sur leurs rivaux. Et enfin, le quatrième moteur, c'est la religion. Pour l'Église catholique, ces voyages sont une mission quasi divine. Dans le contexte de l'époque, avec la rivalité face à l'Empire ottoman, l'idée de convertir de nouveaux peuples au christianisme est une motivation extrêmement puissante. Ça donne une justification morale à la conquête de nouvelles terres. Donc on a la technologie, l'argent, la politique et la religion. Tous les ingrédients sont là. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et cette étincelle, ça va être un homme avec une idée que beaucoup jugent complètement folle. Christophe Colomb. Mais avant de parler de lui, essayons de nous mettre à leur place un instant. Si on regarde une carte du XVe siècle, on se rend compte qu'il manque un énorme morceau du monde tel qu'on le connaît. Alors quand on partait plein ouest, où est-ce qu'on pensait arriver ? Regardez bien cette carte. Voilà à quoi ressemblait le monde connu des Européens juste avant que Colomb ne parte. On voit bien l'Europe, l'Afrique, l'Asie, mais entre les deux, il n'y a rien, juste un océan gigantesque. L'idée, c'était donc de traverser cet océan pour atterrir directement en Asie. Et c'est là qu'arrive Christophe Colomb. Il est persuadé, comme de plus en plus de gens à l'époque, que la Terre est ronde. Mais surtout, il est convaincu que la distance pour atteindre l'Asie par l'ouest est bien plus courte qu'elle ne l'est en réalité. Son plan est donc d'une simplicité désarmante. Au lieu de contourner l'Afrique, pourquoi ne pas juste filer tout droit vers l'ouest ? Et il finit par convaincre les rois d'Espagne de financer son projet un peu fou. Cette phrase, tirée de son propre journal de bord, est incroyable. Elle dit tout, le soutien officiel qu'il a obtenu, mais aussi l'incertitude totale de son voyage. La route de l'Ouest, par où nous ne savons pas si quelqu'un est jamais passé. On sent vraiment le saut dans l'inconnu. Et il faut savoir que Colomb n'était pas juste un rêveur, c'était un navigateur hyper malin, voire rusé. Pour éviter que son équipage ne panique et ne se mutine, il tenait un faux journal de bord où il notait des distances plus courtes que la réalité. Une autre fois, pour obtenir de la nourriture, il a profité de sa connaissance d'une éclipse de lune pour faire croire aux indigènes qu'il pouvait commander au ciel. Et le plus fou dans tout ça, c'est que malgré son génie, il est mort persuadé d'avoir atteint l'Asie et non un nouveau monde. Il pensait donc avoir réussi sa mission. Sauf que la réalité était bien différente. Le résultat de son voyage n'était pas du tout celui qu'il attendait, mais ses conséquences allaient être infiniment plus grandes. Alors, résumons un peu ce premier voyage. Départ le 3 août 1492. Le voyage dure plus de 2 mois, une éternité pour l'équipage qui est au bord du désespoir. Et puis, le 12 octobre, enfin, terre. Colomb débarque, persuadé d'être arrivé aux Indes, près de l'Asie. En réalité, il vient de mettre le pied sur un continent dont les Européens ignoraient totalement l'existence. Et ce moment, c'est le véritable point de bascule.
Ce débarquement donne le coup d'envoi d'une course effrénée. L'Espagne, le Portugal et puis la France, l'Angleterre, toutes les grandes puissances européennes vont se lancer à la conquête de ce qu'on va appeler le Nouveau Monde. C'est le début de plusieurs siècles de colonisation. Reprenons notre carte du début. En 1489, c'était ça, le monde. C'était la meilleure représentation qu'on en avait. Et puis, quelques années plus tard, à cause d'un seul voyage, basé sur une erreur de calcul, cette carte est devenue complètement périmée. Le monde connu venait de s'agrandir de façon spectaculaire. Et on termine avec cette question, qu'est-ce qui se passe vraiment quand la carte du monde est redessinée comme ça du jour au lendemain? Le voyage de Colomb n'a pas juste ajouté un continent sur les cartes. Il a connecté deux mondes qui s'ignoraient, pour le meilleur et souvent pour le pire. Ça a déclenché des échanges, mais aussi des conquêtes, des empires et des tragédies dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. En fait, ça nous montre ce qui arrive quand les limites du monde connu volent en éclats.